Bonjour à tous, on parle aujourd'hui de l'impact toxique des pervers narcissiques sur vous. Si vous avez fréquenté une personne qui était perverse narcissique, je pense que ce que je vais vous dire aujourd'hui va beaucoup vous parler. Commençons par un exemple. Si jamais une personne te sert un jus d'orange et qu'il te dit, dedans, méfie-toi, il y a un tout petit peu de poison. Pas beaucoup, mais un tout petit peu. Est-ce que tu boirais ce verre? La réponse est probablement non. Même si tu as très soif, tu vas dire, j'ai bien réfléchi, cette boisson n'a pas l'air géniale, je vais plutôt aller boire un verre d'eau à la place. Et vivre avec un pervers narcissique, il y a un peu une situation qui est similaire. Tu es chaque jour en train de boire quelque chose qui te déglingue un petit peu. On remarque quand même que lorsqu'on quitte le pervers narcissique, le temps pour que l'effet de ce poison se dissipe peut être très long. On parle parfois de quelques semaines, plus souvent quelques mois, voire même quelques années. Ce sont des personnes qui sont dans le contrôle, qui ont peu d'empathie, qui ne donnent pas de signes d'amour. Et on va voir aujourd'hui quels sont les 5 signaux que tu as été infecté par cette personne. Avant de démarrer, si tu le souhaites, abonne-toi à la chaîne, fais le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Et si tu le souhaites, appelle une personne de mon équipe, c'est juste en dessous. Le tout premier signe que tu as été infecté par un pervers narcissique, c'est que tu as l'impression en permanence de marcher sur des œufs. C'est ce qui s'appelle le cercle de l'apprentissage négatif. Ça commence par quelque chose qui est très sain de ta part en général. C'est de se dire, je veux que dans mon couple tout se passe bien. Je suis une bonne personne, j'ai de l'empathie, je vais tout faire pour que ça marche. En plus, cette personne était géniale au début. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, si ça se passe mal, c'est de ma faute. Et là, tu vas vivre, après la phase de lune de miel qui dure quelques mois en général, tu vas vivre une première dispute. Et cette dispute est surprenante. Parce que l'autre était vraiment adorable avant. Donc là, tu as ta première dispute et tu te dis, bien évidemment, je vais faire des efforts, c'est peut-être de ma faute, je pense pas. L'autre t'explique pendant des heures et des heures que c'est toi le problème et tu te dis, ça se passait bien avant, j'ai peut-être fait une erreur, je vais corriger ça. Donc tu te corriges une fois. Et tu finis par accepter parce que d'une part, t'aimes pas les disputes et d'autre part, toi, ce que tu veux, c'est que ton couple se passe bien. En plus, ça se passait de manière géniale avant. Donc, tu fais des efforts. Seulement, le problème, c'est que les disputes vont être de plus en plus fréquentes et en plus, elles se crantent. C'est-à-dire qu'elles vont devenir de plus en plus violentes à chaque fois. Au tout début, au bout du 4e mois ou du 5e mois de la relation, c'était pas très grave. Mais là, tu te rends compte que tu es passé de une première dispute par an, puis à une dispute par mois, puis à une dispute par semaine, puis à une dispute par jour, puis à une dispute par heure, et tu as l'impression que ça n'arrête pas. Et finalement, tout ce que tu fais est critiqué, et c'est toujours négatif. C'est-à-dire que l'autre t'explique par A plus B que le problème c'est toi, il faut tout changer, c'est toi. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, tu n'oses plus rien faire. Quoi que tu fasses, même des choses positives, tu seras toujours critiqué. Si jamais tu amènes un gâteau à l'autre, ce ne sera pas le bon gâteau. Si jamais tu fais un cadeau, il voulait quelque chose de plus gros, de plus beau. Mettez-moi en commentaire si vous avez eu ça. Ce qui se passe à la fin, c'est que tu finis par devenir l'ombre de toi-même. Tu n'oses plus rien proposer, tu suis juste ce que l'autre te dit de faire et tu deviens un zombie. Et tu en viens même à ne plus oser exprimer tes propres besoins. Deuxième signal que tu as été infecté, c'est la suppression des émotions. Dans ta tête, tu te dis, il y a tellement de choses dont j'aimerais parler. Et notamment, des choses qui feraient qu'on aurait une vie plus heureuse ensemble, qu'on se comprendrait mieux. Parce que je suis une bonne personne et donc a priori, s'il y a une dispute, c'est qu'il y a une incompréhension quelque part. Et j'ai la capacité de parler pour résoudre ça. Mais t'hésites à le dire parce que quoi que tu dises, ça se retourne forcément contre toi. Si jamais tu livres une crainte, l'autre va s'en servir par la suite. Si jamais tu livres une peur, il va t'enfoncer dedans encore plus. Si jamais tu dis quelque chose de positif, l'autre va te dire que t'es bête. Donc quoi que tu fasses comme avancer, comme sur un échiquier, quoi que tu avances comme pion, quoi qu'il se passe, c'est toujours échec et mat, et t'en finis par ne plus rien dire du tout. Quoi que tu fasses, ça finit toujours par te retomber dessus. Troisième point, c'est un espèce de conflit interne étrange. Quand tu es en société, quand tu es en soirée, quand tu es avec tes amis, tout le monde envie ta partenaire ou ton partenaire. Te dit que tu as bien de la chance, que c'est parfait. Sauf que toi, tu sais très bien que le soir, quand tu rentres à la maison et que la porte se ferme, tu vas vivre un enfer, tout seul, bien caché, et personne ne sera jamais au courant. Donc, ce qui se passe, c'est que soit tu te dis, on lave le linge sale en famille et t'en parles à personne, mais t'as comme une espèce d'injection paradoxale où
les gens à l'extérieur te disent que c'est génial et toi ce que tu vis à l'intérieur c'est juste la catastrophe, ou alors tu te dis je vais en parler à quelques amis pour qu'ils aient mon soutien, et là les gens sont choqués. Soit ils n'arrivent pas à croire à ce que tu leur racontes, ou soit ils te disent de partir en courant. Dans un couple sain, en principe, on a des disputes bien évidemment, mais ça finit par se résoudre, et surtout il n'y a pas une aussi grosse différence entre la vie en société et la vie à la maison. Quelqu'un qui sera heureux à l'extérieur devrait aussi l'être à l'intérieur. Quatrième point, tes limites sont compromises. Tes limites, c'est ce qui définit qui tu es, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. C'est une espèce de petite clôture que tu mets autour de toi sur « moi je suis tel type de personne, j'ai tel type de valeur, je n'accepterai pas de faire ceci ou j'accepterai de faire cela ». Et tout d'un coup, tu te retrouves à accepter de faire dans ce couple des choses que tu n'aurais jamais pensé accepter de toute ta vie. Et au final, au bout de quelques temps, tu te retrouves avec une vie qui ne te ressemble plus du tout, ni dans le fond, ni dans la forme. Quoi que tu aies aimé précédemment, quoi que tu aies voulu de ta vie amoureuse, ça ne ressemble pas du tout à la vie que tu voudrais mener. Cinquième point qui est extrêmement étonnant, tu es tendu, frustré, irritable, alors que ça ne te ressemble pas. J'ai un client qui m'a dit... Un client qui est le plus calme du monde, une personne qui a vraiment une sagesse et qui a un job en plus qui nécessite d'être vraiment très calme au quotidien. Cette personne s'est retrouvée à taper de sa tête contre une armoire une vingtaine de fois pour que cette situation s'arrête. Il savait plus quoi faire, il avait juste envie de taper, et il me dit rétrospectivement, je sais même pas comment est-ce que l'autre a pu me mettre dans cet état, comment est-ce que c'est possible, ça ne me ressemble pas. Cette personne qui avait une cinquantaine d'années n'avait jamais été violent de sa vie, n'avait jamais rien fait d'acte ni contre quelqu'un d'autre, ni même contre lui-même, et il ne comprenait pas comment est-ce que cette personne-là avait pu l'emmener à devenir dans cet état. Donc tu as parfois la sensation de devenir fou, un peu comme, encore une fois, comme si tu viens boire ce verre de jus d'orange qui contient du poison. Ça peut avoir des effets secondaires qui font que tu fais des choses qui ne te ressemblent pas. Alors quand tu sors de ce couple, ça va mieux quand tu vas voir tes amis, ça va mieux quand tu pars en vacances seul, ça va mieux, mais bizarrement, tu es devenu addict à ce poison et tu as besoin d'y retourner. Il est important de revenir à des valeurs saines et à la base de ce que nous-mêmes on souhaite pour notre vie amoureuse, pour notre vie de tous les jours. Ce qu'on cherche dans un couple, c'est de la bienveillance. On mérite d'être aimé. Moi, c'était la phrase que je me répétais. Je mérite d'être aimé. Personne au monde ne peut me détruire autant, me critiquer en permanence. Je mérite une personne qui m'apprécie avec mes qualités, avec mes défauts. Je suis comme chaque personne sur Terre et comme vous probablement, j'ai des qualités, j'ai aussi des défauts. Arriver dans un couple, c'est accepter l'autre, avec sa partie positive et aussi avec sa partie négative. Quand on se marie, quand on passe devant un curé ou devant le maire, on dit « je prends l'autre pour le meilleur et pour le pire » parce qu'on a tous ces deux parties en nous. On veut aussi une personne qui ait la capacité de nous tirer vers le haut et réciproquement, on peut aussi s'emmener dans un cercle vertueux à être meilleur au quotidien. On peut aussi vouloir une relation où les interactions sont simples. On peut dire ce qu'on veut, on peut être bête parfois, on peut dire des choses qu'on pense même pas, rigoler ensemble dans quelque chose qui est très simple au quotidien. On peut aussi avoir une personne avec qui on est en couple, avec qui on a des vraies discussions de fond. On ose tout dire, on ose même dire ses craintes et ses peurs sans penser qu'il y aura des représailles pour ça par la suite ou que l'autre va utiliser nos peurs pour nous manipuler ensuite. Quand on a une dispute de couple, les critiques doivent être partagées. On a tous les deux quelque chose à voir avec ça. C'est pas juste une personne qui est toujours coupable de tout faire mal dans un couple. Donc aujourd'hui, il est important de se dire « je ne boirai plus de ton poison, même s'il est addictif, je vais prendre soin de moi ». Voilà mes amis, j'espère que ça vous a parlé. Je pense que seule une personne qui a vécu avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique peut comprendre ça. Si c'est le cas, mettez un like, mettez un petit commentaire en dessous. Faites le quiz aussi si vous le souhaitez et on se retrouve très bientôt. Salut à tous, bye.